Bonjour à tous, bienvenue sur le Cyclisme Performance Podcast. Aujourd'hui, je reçois Loïc Ruffo. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, s'il te plaît? Salut Mathieu et bonjour à tous les auditeurs. Alors Loïc Ruffo, j'ai maintenant 30 ans. Je suis entraîneur cycliste, voilà, avec un parcours plus ou moins atypique. Je suis originaire de Vichy. J'ai vécu plusieurs années en Suisse et maintenant je réside à Briançon, dans les Alpes. Ok, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours alors, s'il te plaît? Alors voilà, quand j'étais jeune, j'ai fait des études dans le commerce. Ensuite, en parallèle, du coup, je courais en FFC, en élite. J'ai arrêté les études pour me focaliser, enfin voilà, pour vraiment donner la priorité au vélo. Donc, je faisais des saisons mi-cyclo, mi-élite, jusqu'en 2016, où enfin, au cours de, je pense, ma meilleure saison, j'ai dû arrêter au mois de juillet à cause d'un problème à la hanche. Après, à partir de ce moment-là, en 2017, donc j'ai passé mon diplôme d'entraîneur, un DEGEPS. Et ensuite, j'ai commencé de travailler en Suisse pour une société qui faisait de la préparation physique où j'ai développé un peu la partie vélo, les stages et tout ce qui était suivi d'entraînement. Et puis une année après, avec mon frère, on a décidé de lancer notre structure. Donc on a créé une société en Suisse pour faire tout ce qui était entraînement, stage, déplacement sur les courses. Et puis voilà, ça fait maintenant bientôt 5 ans qu'on fait ça. Et voilà, maintenant on est retourné en France, lui sur Vichy et moi sur Briançon, mais on continue nos activités. Ok, est-ce que tu peux revenir sur la période où tu as été blessé, puis du coup, c'est là que tu as fait cette bascule 100% sur élite, enfin 100% sur cyclosportif plutôt. Comment ça s'est passé à cette période-là? Voilà, déjà niveau blessure, à quel point c'était grave, comment tu t'en es remis, comment tu as récupéré tout ça? Oui, ouais, alors c'est vrai que jusqu'en 2016, donc j'ai commencé les cyclos en 2013. J'étais vraiment attiré par ça, attiré par ces épreuves de haute montagne avec des parcours qui me faisaient vraiment rêver. Donc 2014, 2015, je faisais moitié-moitié, où je commençais en élite et puis après où je faisais la plupart des épreuves cyclosportives qui m'intéressaient. Voilà, j'avais pas forcément, on va dire, l'envie de faire que des épreuves FFC, parce que j'étais pas forcément attiré ni par l'état d'esprit, ni forcément des courses qui me convenaient. Je pense que j'ai tout de suite, enfin assez rapidement su que je serais jamais un grand champion et que ma limite, enfin voilà, serait vite atteinte pour atteindre finalement des équipes où je pourrais aller faire des courses sur des parcours de 5000 mètres de dénivelé. Donc je me suis très rapidement orienté sur ces courses cyclosportives qui me permettaient déjà d'aller sur ces parcours-là. Et puis c'est vrai que bah, en élite, malgré tout, voilà, je marchais quand même pas mal. J'avais quelques victoires en première catégorie malgré le peu de courses que je faisais. J'arrivais à voilà, faire des podiums sur des Coupes de France en DN3, etc. Et donc, je me suis dit, bon, ben, allez, essaye quand même de changer un petit peu ton profil et de te mettre vraiment dans l'idée de faire que des courses élites pour voir ben, si tu peux passer au niveau supérieur. Finalement, c'était quelque chose que j'ai fait un peu, pas malgré moi, mais c'était pas vraiment mon premier, ouais, ce que je souhaitais vraiment faire à la base. J'ai plus fait un peu parce que, voilà, dans le milieu, être cyclosportif, surtout il y a une dizaine d'années, c'était un peu, voilà, c'était pas forcément très bien vu pour quelqu'un qui était assez jeune. Et puis voilà, j'ai une scoliose qui est assez mal placée, et qui m'emmène pas mal de contraintes musculaires et articulaires qui peuvent être gênantes. Et au cours de cette année 2016, qui était plutôt très bonne, eu des bons résultats et voilà, ça allait dans le sens de tout ce que j'avais mis en place. Et donc j'ai eu un problème à la hanche, donc j'ai eu des douleurs qui étaient un peu ouais, un petit peu diffuses dans une surtout le côté droit. Après j'ai eu des problèmes aussi au niveau un petit peu neurologique, donc j'ai passé vraiment quelques mois très compliqués
J'ai fait une dépression qui était assez sévère. Voilà, j'ai passé presque un an et demi à faire des tests, des analyses un peu partout, voir des spécialistes en tout genre, sans finalement savoir ce que j'avais. Donc c'est vrai que quand on a 23 ans, que voilà, qu'on fait depuis des années plein de sacrifices pour pouvoir être le meilleur dans son sport, et puis que finalement on se retrouve juste prisonnier de son corps sans pouvoir faire une sortie de 2 heures de vélo sans avoir mal, c'est compliqué quoi. Donc à ce moment-là, c'est vrai que j'entraînais déjà, j'avais déjà cette passion pour l'entraînement, pour la récupération, pour la diététique que j'avais mis en place sur moi depuis quelques années. J'en commençais aussi d'entraîner certains copains. Et puis je me suis dit bon ben profitons de ce moment-là pour finalement passer les diplômes pour pouvoir être entraîneur, directeur sportif à voir suivant les possibilités, mais c'était surtout sur l'entraînement pour avoir voilà le bagage nécessaire pour pouvoir ensuite lancer ma structure. C'était vraiment l'idée dès le début de pouvoir lancer ma propre structure. Donc j'en ai profité j'ai profité de ce temps-là pour passer le DE. Et puis ben voilà. Après, de par mon activité, j'ai pu commencer. Enfin, j'ai roulé avec des clients. Au niveau de la blessure, ben j'ai fait un peu plus de travail de mobilité. J'ai fait quelques méthodes un peu spécifiques de renforcement aussi, qui m'ont aidé à aller vers le mieux. Et finalement, le plus gros déclic, ça a été de savoir que bah, finalement ces contraintes-là, c'était des choses que j'aurais à vie, et juste de faire une croix sur certaines choses que j'espérais encore. Et puis de se dire, ben voilà, c'est quelque chose que tu as, c'est pas un handicap de fou, mais pour faire du vélo à 100% et espérer courir en élite ou rejoindre le monde professionnel, ça risque d'être très compliqué. Donc voilà, après à partir du moment où tu connais tes contraintes et tes limites, eh ben ça aide tout de suite à pouvoir envisager la vie un petit peu différemment. Donc euh, donc voilà, je sais plus trop exactement à ta question de départ. Je sais pas si j'ai répondu, mais Ouais, voilà. non, mais c'est bien, t'es revenu un peu en arrière. Ça, c'est, je t'avais demandé comment t'étais revenu justement de cette blessure que t'avais arrêté Ouais, et puis d'être revenu maintenant. Voilà, ça, en tout cas, ça a l'air de bien aller physiquement. Donc ouais, c'était justement ce chemin entre 2016 et maintenant qui m'intéressait. ouais, Ok, et du ouais. coup, Ouais, depuis alors tout ce temps-là, vas-y, dis-moi. ouais, ouais, je disais non, par rapport à ce que tu disais, c'est sûr que ça va mieux. Après, c'est un peu un combat un petit peu permanent parce que voilà, je dois aller voir, passe ma vie presque chez les kinés à faire des mobilités, machin, ceci, cela. Voilà, c'est mieux, mais c'est pas encore, on va dire que c'est pas encore la folie, mais bon, c'est pas mon gagne-pain, donc d'être fort sur un vélo, c'est bien, mais c'est pas ce qui me fera vivre, donc voilà. Ok, ouais. Ok. On va revenir du coup sur la partie plus entraînement. Toi, donc tu disais que ça t'intéressait depuis déjà très longtemps. Tu t'es toujours entraîné tout seul? Enfin, toi-même entraîné? Est-ce que tu as eu un entraîneur Ouais, ou... ouais, alors c'est vrai que ben, j'ai acheté mon premier capteur de puissance en 2009, 2009-2010. J'avais eu au début un PowerTape, ensuite j'ai acheté un SRM scientifique, les tout premiers. Donc c'était vraiment voilà, parce que je disais pas. Alors à l'époque c'était pas voilà, l'entraînement avec la puissance c'était pas trop très démocratisé, on va dire en France. Après déjà en, en Angleterre, etc., on trouvait déjà un peu plus de choses sur cet aspect-là. Donc c'est vrai que j'ai acquis mon premier SRM en 2010. Donc voilà, j'ai commencé d'essayer de mettre en place sur moi voilà, des techniques d'entraînement, aussi au niveau de la nutrition. J'étais vraiment passionné par la nutrition. Et puis voilà, pendant 3-4 ans, je me suis entraîné seul. Alors c'est vrai que j'aimais beaucoup et j'aime beaucoup rouler et j'aime beaucoup tester des choses. Donc j'ai pu tester plein de choses autant au niveau entraînement que sur le côté on va dire alimentation. C'est vrai qu'avant à l'époque j'étais un petit peu trop extrémiste, donc voilà, j'ai fait pas mal d'erreurs aussi de ce côté-là qui m'amène aujourd'hui à avoir une expérience personnelle qui me permet
voilà, aussi de savoir un peu de quoi je parle dans ce domaine-là. Donc finalement, les erreurs sont plutôt positives pour maintenant. Et puis j'ai eu Alban Lorenzini qui m'a entraîné, qui m'a coaché en 2015. Ça s'est bien passé, mais voilà, on a eu des résultats qui étaient plutôt bons, mais j'étais pas du tout encore prêt en fait à suivre un entraînement. Voilà, j'ai un peu de mal avec les récupérations, voilà, des volumes qui étaient un peu plus faibles. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais besoin d'avoir cette liberté parce que j'étais pas assez motivé par le fait de vouloir vraiment tirer au maximum mes capacités. En fait, j'aimais trop le vélo et je voyais trop vraiment le vélo comme moi, comme un peu comme une thérapie de vie où finalement j'avais envie de profiter chaque jour et si j'avais un jour où je faisais pas 2 heures de vélo, j'avais l'impression que c'était une journée de perdu, quoi. Donc Ouais. c'est vrai que avec Alban, ça a été ouais, on a fait un an ensemble. C'était une très bonne expérience. Et à la fin de l'année, ouais, enfin, je me souviens, je crois que je voulais pas couper, je voulais pas du tout couper. Alors j'avais fait 3 semaines d'autoroute, etc. Et il m'a dit bon bah voilà. Et là j'ai su que j'étais encore pas prêt pour avoir un entraîneur. Et c'est pour ça aujourd'hui que ben, quand je discute avec certaines personnes qui veulent être coachées, je leur demande vraiment s'ils sont prêtes finalement voilà, à suivre les recommandations et faire confiance à quelqu'un parce que c'est quelque chose, moi j'avais pas, voilà, je ressentais pas finalement assez de confiance pour pouvoir suivre et laisser des fois mes envies de côté, quoi. Ouais. Donc Comment tu ferais voilà, justement après en si, 2016, pour quelqu'un qui a pas, qui est pas prêt encore, qu'est-ce que tu lui proposes? Tu lui dis, bah, c'est pas le moment du coup pour avoir un coach ou tu essaies de trouver une alternative, un entre-deux? Comment tu fais? ouais, après, je pense que, alors, des fois, c'est vrai que j'ai eu une ou deux personnes qui m'ont demandé de l'entraînement et après, très rapidement, j'ai vu qu'elles voulaient trop de liberté ou qu'elles, donc j'aurais dit, écoute, je pense que ce modèle-là convient pas et je te propose plus que je te donne mon avis pour des orientations. Donc, c'est plus sur, t'as un objectif, ok, je te conseille par rapport à ton profil, de faire ça, ça, ça comme thématique. Et puis après, de faire attention à lui donner un petit peu des pistes sur lesquelles il faut faire attention pour la gestion de la fatigue. Et puis après, ben, la personne, elle s'autogère et finalement, après quelques mois, quelques années, elle dit, bon, bah, finalement, je pense que là, j'ai fait un petit peu le tour de la question par rapport à ma pratique et à la vision et les envies que cette personne pouvait avoir. Et puis après, elle revient vers nous. Après, je pense que c'est un cas qui est aussi très euh, enfin, plus on va dire que plus on a de temps, plus on a de temps pour notre pratique. Là, moi, à cette époque-là, par exemple, je faisais que du vélo. C'est sûr que la personne qui a que 8 ou 10 heures pour faire du vélo et qui fait en compétition, c'est plus facile de se raisonner et de suivre un plan. Après, quand on a un peu plus carte blanche, et ben forcément, quand tu as la journée de libre et que tu te sens bien et que tu as envie d'aller rouler et puis que tu te dis il faudrait faire que 1 heure, voilà. Donc, mais en tout cas, je pense qu'il faut laisser aussi ceux qui veulent ben, faire un petit peu leur propre expérience. Ça, je pense que c'est super important. Et après, ben, on voit les erreurs, on se plante une fois, 2 fois, et puis finalement, après, on accepte de pouvoir voir autre chose. Ok, ouais. Ouais, ouais. C'est quoi, toi, les leçons que tu as prises du coup en t'entraînant tout seul depuis tout ce temps? Euh, Bah déjà, je pense, moi, finalement, avec le temps, une des plus grosses leçons, c'était au niveau du poids. Alors c'est vrai que j'ai toujours trouvé très très dommageable, notamment quand on fait du vélo dans des clubs, voilà, en élite ou autre. Euh, En tout cas, il y a une dizaine d'années, on n'était vraiment pas suivi sur cet aspect nutrition. On n'avait pas vraiment quelque chose de concret pour nous aider ben juste parce que c'est même pas une question de poids, c'est une question de comportement alimentaire. Je sais que moi, voilà, j'étais pas anorexique, mais j'avais un comportement d'anorexique très clairement. Et je pense que voilà, j'ai essayé certaines choses au niveau de la nutrition ou autre qui ont pas aidé enfin voilà, qui étaient contraires
à la bonne santé déjà premièrement et à avoir des performances sur le long terme. Donc c'est vrai que ben tout ce qui est voilà sur avoir assez d'énergie, avoir un poids qui soit assez suffisant, bien gérer ses apports sur le vélo, en dehors du vélo, ça je pense que c'est quelque chose où j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur tous les différents régimes que j'ai pu faire. Voilà, j'ai essayé le cétogène, etc. Donc c'est vrai que ben on passe par des stades internes qui sont des fois un petit peu bizarres et puis ouais qui sont pas forcément très cool, mais voilà sur cet aspect nutrition enfin voilà c'est toujours très individuel. Maintenant il y a beaucoup plus de choses qui sortent, hein, voilà comme je pense que tu fais une formation aussi là-dessus sur les apports enfin au niveau des ravitaillements, ce qu'il faut aussi en dehors, etc. Donc maintenant tout le monde sait que si on est voilà, si on est trop juste autant sur l'alimentation en dehors du vélo que sur le vélo, au bout d'un moment, ça déjà c'est contre-performant et puis en plus c'est néfaste. Et puis après, un peu plus au niveau de l'entraînement, on va dire, c'est j'ai beaucoup appris sur un peu toute l'approche systémique. Voilà, que ce soit effectivement l'entraînement, les réponses qu'on peut avoir quand on améliore son sommeil, quand on améliore sa récupération. J'ai fait une formation de préparation mentale aussi, euh, qui m'a beaucoup aidé personnellement et qui, je pense, serait vraiment très bien pour beaucoup de sportifs, pour beaucoup de sportifs et aussi de personnes dans le monde du travail, pour voilà s'activer, être en capacité de switcher. Enfin voilà, plein de choses sur cet aspect mental euh, où ouais j'ai grandi personnellement et aussi dans l'approche et certains outils que je peux donner à des athlètes. Et puis après au niveau entraînement, voilà, un peu comme tu le sais, c'est vrai que on apprend tout le temps, hein, avec tout ce qui sort, toutes les contenus qu'on a maintenant. Et puis après, il y a juste effectivement, je trouve assez bien toujours de pouvoir remettre quand même un peu, un peu à sa juste place ce qu'on peut lire, ce qu'on peut voir, et puis ce qui peut vraiment être appliqué, quoi. Mm. Ouais, bah, c'est super intéressant. Je vais revenir déjà sur un point sur l'aspect mental. Il me semble avoir lu un article là, en préparant le podcast, j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver. J'ai vu dans un article sur Direct Vélo, tu parlais de ça justement, de l'esprit de compétition que tu avais travaillé là-dessus. Est-ce que tu peux en parler un petit peu sur justement pour jouer la gagne? Je crois que c'est quelque chose qui te manquait à un moment. Oui, oui, alors c'est vrai que, si sur Direct Vélo, ça doit faire déjà quelques années que tu avais Ouais, lu ça, mais c'est assez vieux. oui, parce que c'est vrai que à l'époque, je faisais vraiment pas du vélo. J'étais pas. On va dire que ouais, j'ai tout de suite su que j'étais pas un champion, que je serais jamais un champion. Quand j'entends un champion, c'est d'être voilà, avoir un potentiel physique euh, qui me permette un jour de rejoindre une équipe World Tour et de pouvoir faire des étapes du Tour de France. Voilà, moi ce qui me fait rêver, c'est des étapes à 5000 mètres de dénivelé. Euh, et donc j'ai très rapidement su que je serais pas un coureur de ce calibre-là. Et donc en étant que grimpeur dans une équipe, dans tous les cas, tu sers à pas grand-chose si t'es pas un excellent grimpeur. Donc au pire, tu rejoins une équipe de seconde division et tu vas faire des coupes de France, etc. Enfin plein de jolies courses ou même des courses un peu montagne de seconde division, mais c'était pas ça qui m'attirait, c'était pas mon but dans ma vie, d'autant plus que j'ai tout de suite eu cette envie de partager je me suis dit ok, d'avoir une structure où tu peux aussi partager avec les autres, c'était aussi un souhait que j'avais envie et j'avais envie de mettre en place assez vite pour pouvoir partager aussi avec les gens. Donc c'est vrai que j'ai fait du vélo en compétition, mais j'avais rarement voilà, j'avais envie de me donner à fond, d'essayer de gagner des courses, mais il me manquait toujours quelque chose où j'avais vraiment envie de gagner, quoi. Et c'est vrai que avant que je fasse cette formation là de préparation mentale, la méthode Target, ça s'appelle, j'avais pas vraiment encore les outils pour pouvoir finalement avoir une motivation qui soit 300% avant les courses, notamment en élite. Et après cette formation, c'est vrai que j'avais sous la main beaucoup plus d'outils pour pouvoir me concentrer, aussi
réquisitionner, on va dire, toutes mes forces physiques et mentales pour pouvoir les mettre au service d'un objectif du jour J, quoi. Donc c'est vrai que la préparation mentale, aujourd'hui, je pense que dans les équipes professionnelles, elle doit forcément exister. Après, je pense que dans les équipes amateurs, ça doit être vraiment quelque chose qui est à travailler. Et pas forcément la préparation mentale qui est basée juste sur l'échange avec une personne. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la méthode Target, c'est que on se base pas sur quelque chose qui est de la perception. C'est pas juste on discute avec quelqu'un et le préparateur mental, c'est pas juste sa vision. C'est on va vraiment travailler sur des questionnaires, etc. pour finalement objectiver tous les points qui vont venir se mettre dans l'estime de soi, euh, l'activation, etc. Enfin, plein de différents pôles. Et puis finalement, on va vraiment pouvoir voir avec finalement que ce soit toi, moi ou quelqu'un d'autre, on aura la même vision. Euh, enfin, un petit peu comme un test, voilà, avec des données de puissance. Et c'est pas juste la perception de regarder passer le coureur et dire ah lui il pédale quand même bien. Oui, il pédale bien, mais est-ce qu'il est à 300 ou à 500 watts? Est-ce que voilà. Et donc c'est vrai que cette méthode-là est vraiment très complète. Après, ça demande aussi un entraînement, comme l'entraînement physique où il faut faire certains exercices en fonction de ce qu'on veut travailler, de le faire plusieurs fois, et puis refaire des tests et puis pouvoir voir finalement sur le terrain si ça porte ses fruits, quoi. Mm. Non, c'est super intéressant. C'est une démarche que j'ai pas eu encore de mon côté, mais faudrait que j'essaye pour creuser ce côté-là. Est-ce que toi, tu utilises aussi ces outils avec tes athlètes ou pas du tout? Non, malheureusement, je les utilise pas parce qu'on peut pas tout faire en fait. Et c'est vrai qu'au début, j'avais fait cette formation qui a duré une bonne année avec plusieurs modules où j'avais été, donc ça se fait entre Nice et Marseille. Mais comme tout, en fait, après, il faut pouvoir la pratiquer pour pouvoir certains outils, en fait, parce qu'on utilise aussi de la visualisation, il y a pas mal de choses, à pouvoir voilà l'exercer, pouvoir bien la maîtriser et ensuite pouvoir la proposer. Enfin, et pouvoir la proposer à plusieurs personnes. Si tu fais juste du suivi avec deux, trois personnes dans l'année, finalement, t'en as pas assez pour pouvoir bien gérer les outils, pour pouvoir aussi gagner du temps sur toute l'approche. Et donc ça, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vrai qu'au début j'avais fait ça pour venir en support de l'entraînement et de la nutrition, des conseils nutritionnels. Je voulais mettre ça en place. Mais aujourd'hui, j'essaye plus de diriger par contre les gens où je ressens un besoin ou un manque sur un des aspects qui peut être travaillé par cette méthode-là, de les envoyer vers des gens avec qui j'ai fait la formation ou des personnes référentes sur sur cette formation plutôt que moi le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que à l'avenir, voilà, j'aimerais bien dans quelques années réduire le nombre de coachings et travailler sur des coachings, des entraînements qui soient un peu plus complets et justement pouvoir inclure cette composante et cet aspect préparation mentale dans la préparation qui peut servir, alors effectivement, pour la préparation en elle-même, mais aussi pour le confort de vie de chacun, en fait, parce qu'on apprend à gérer ses émotions, on apprend à gérer les réactions qu'apportent certaines émotions qu'on reçoit, donc c'est vraiment voilà, c'est pas juste, ok, je voudrais faire tel résultat sur un vélo et puis je dois prendre la bonne décision, etc. C'est vraiment, on va travailler sur, oui, des choses un petit peu comportementales. Je sais pas si on peut vraiment avoir un changement très profond à ce niveau-là, mais en tout cas, j'ai la sensation qu'on peut quand même jouer sur ça, quoi. Mm. Ouais, super intéressant. Et qu'est-ce que, là, on peut voir quand on te suit, voilà, tu l'as dit aussi, tu essayes pas mal de choses. Concrètement, au quotidien, qu'est-ce que tu utilises, toi, comme capteur, comme métrique pour, voilà, j'imagine que il y a plein de choses disponibles sur le marché, que ce soit pour le sommeil, la variabilité, la fréquence cardiaque. Est-ce que tu utilises un petit peu tous ces outils ou pas? Pour les gens que j'entraîne, ben voilà, bon, la puissance, fréquence cardiaque, certains utilisent un petit peu le HRV.
J'ai beaucoup travaillé au début avec Whoop, ensuite aussi avec Oura et Bagura Ring là, et puis avec les applications HRV for Training, voilà pour un petit peu le suivi. Après, c'est vrai que euh, au niveau du HRV, ça demande quand même, je trouve, d'avoir au moins un an de recul où on a vraiment toutes les données de HRV avec une mise en corrélation des sensations et la mise en corrélation avec les données pour pouvoir vraiment dire, OK, telle variation de HRV dans telle direction, là on peut voir que deux, trois fois c'était dû à une fatigue, un virus, un surentraînement, enfin voilà. Et je pense que ça demande vraiment, c'est pas juste on a un capteur et puis au bout de 3 semaines on est capable de dire ah là on va baisser un petit peu le volume, là on va faire un peu plus ci, cela, donc ça demande vraiment une grosse analyse. Donc voilà, ça c'est pareil, moi dans la population de cyclistes que j'ai, ils ont besoin de choses qui soient aussi faciles à mettre en place. Et le HRV, c'est quand même, sauf ceux qui ont voilà, les bracelets où ça se met automatiquement, etc. Mais pour certains, ça demande aussi un investissement de temps qui est difficile à faire perdurer durant l'année, quoi. Donc le HRV, je l'utilise pour certains. Après, maintenant, je travaille un petit peu avec les capteurs corps là pour la température, avec certains où on essaye de travailler sur des protocoles chaleur. Voilà, ça c'est pareil, je le propose. Certains veulent aussi essayer. Par rapport à ces nouveaux protocoles chaleur, que ce soit pour essayer par rapport à l'acclimatation en vue de certains objectifs ou vraiment pour avoir des gains sur l'augmentation des perfs, ça c'est pareil. Les protocoles, ben je préfère toujours les tester un peu en amont. Donc là cette année j'ai essayé un petit peu. Là en prochain peut sûrement faire un peu plus pour avoir un peu plus de recul sur l'application et comment on peut mettre en place. Et est-ce que finalement on a des gains vraiment intéressants avant de les proposer à mes cyclistes quoi. Ouais, tu Donc recherches des gains sur voilà, ça la le, ce performance vraiment ou juste sur l'acclimatation à la chaleur et mieux tolérer la chaleur? Alors c'est vrai que bah, on peut voir il y aurait potentiellement avec certains protocoles des améliorations sur la production de globules rouges, etc. Après voilà, c'est ce qu'on peut lire, c'est ce qu'on peut lire sur les différentes études. Après le protocole est assez lourd et après c'est toujours pareil. Est-ce que les gains qu'on peut avoir avec ces protocoles-là, est-ce que finalement, avec un entraînement standard, et on peut pas avoir les mêmes gains? Est-ce qu'on peut pas utiliser ces protocoles-là juste dans des semaines de récupération ou au rappel? Voilà, enfin, c'est plein de petites choses mais c'est sûr qu'en tout cas, après, sur l'acclimatation, je pense que ces séances avec la chaleur peuvent être déjà, voilà, pas besoin de faire 5 séances dans la semaine et peuvent avoir des bons effets, notamment en prévention des premiers coups de chaud, quoi. Ouais. Donc, voilà. Après pour les capteurs, c'est tout. Après maintenant avec le lactate, c'est vrai que certains de mes coureurs sont équipés de capteurs de lactate, ce qui me permet des fois de leur proposer, voilà, pour pouvoir juste refaire des petits checks sur l'évolution de leur seuil. Donc ça c'est top parce que voilà quand on travaille à distance on peut pas forcément tout le temps se déplacer, tout le temps se voir pour faire les tests. Donc certains sont équipés et puis prennent aussi du plaisir à avoir cet élément un peu plus scientifique dans leur entraînement. Ouais, ouais, c'est important aussi, hein. Je sais que moi aussi, les premières fois où j'ai fait mes premiers tests tout seul de mon côté, tout ça, enfin, ouais, je trouvais que ça avait un côté motivant de s'investir comme ça dans l'entraînement. Et bah, c'est avec Tristan que j'en ai pas mal parlé de ça, Tristan Pavlak de la chaîne YouTube Iron Newman, où voilà, il avait pas forcément pensé à ce point. Et on se rend compte quand on s'investit comme ça, et moi je le vois donc chez mes athlètes qui ont investi aussi de leur côté avec un appareil comme ça, bah, l'investissement derrière, il est double. La motivation, c'est pas la même. Vraiment, bah, moi je Mhm. le vois, c'est les athlètes souvent les plus motivés qui vont vraiment s'investir à fond. Et ouais, ça, je l'ai pas forcément avec ceux qui font pas ce choix-là de peut-être bah, pousser l'entraînement aussi loin. Voilà, ça responsabilise quand même vachement l'athlète dans ses choix, ça le rend assez autonome aussi.
Et vraiment, ouais, j'y vois aussi un vrai côté bénéfique là-dessus. Et je pense que ça peut, bah, c'est même sûr, j'en suis convaincu, que ça participe à l'amélioration des performances, en tout cas sur le moyen long terme, clairement, quoi. Sur l'athlète le plus Ouais, motivé, le plus rigoureux et le plus régulier aussi, clairement, il sera plus fort à la fin, quoi. ouais, c'est clair. Et puis, tu vois, c'est un petit peu comme le HRV. C'est vrai que Euh, les données, un peu ce qu'on peut en retirer, des fois, voilà, je le modère un petit peu. Par contre, quand quelqu'un me demande si, par exemple, d'avoir le bracelet Whoop et tout, ça peut être bien. Si l'athlète le veut, je dis tout de suite oui parce que finalement, dans tous les cas, ça va emmener une motivation ou un petit changement. Par exemple, sur l'heure du coucher, il va voir que ok, c'est en rouge. Ok, peut-être que finalement, au niveau de l'entraînement, ça va rien changer. Au niveau physiologique, ça va rien changer. Enfin, ou en tout cas, pas grand-chose. Mais en tout cas, ça va lui faire prendre conscience. Et puis, et la personne, elle met quand même quelque chose en place. Donc, ça va dans le but d'améliorer ses performances. Donc, comme tu dis, de prendre en main son entraînement et pas juste être là attentiste de recevoir des conseils de quelqu'un. Donc c'est vrai que ces outils, voilà, bah, le capteur enfin pour le lactate, le HRV, la température, etc. Ça va dans une démarche d'essayer des nouvelles choses et du coup bah ça remplit la motivation quoi. Bah ouais, c'est clair, hein. Moi, je le vois aussi bah, pour le capteur de température. C'est plus motivant de faire une session d'acclimatation à la chaleur avec ce capteur. On sait qu'on a investi, qu'on a cette donnée en face de nous, déjà de la Ouais, température corporelle. Et même s'il peut y avoir des doutes quand même sur ce capteur, moi personnellement, voilà, avec les quelques articles que j'ai pu lire, il y en a de plus en plus qui commencent à sortir. C'est pas ultra positif pour l'instant. Voilà, ouais, rien de dramatique, mais c'est vrai que la précision semble pas au top du top. Mais ça n'empêche que bah, je pense que certains n'auraient pas fait leur protocole d'acclimatation à la chaleur sans ce capteur. Et au final, bah, ouais, ils vont plus avoir gagné à avoir fait cette acclimatation à la chaleur avec peut-être des données pas au top, plutôt que d'avoir rien fait du tout, quoi. Donc c'est pareil pour le ouais, c'est HRV, comme sûr. tu Ouais. dis, ces bracelets Whoop. Bah, pareil, on peut discuter des données qui en sortent, qui sont discutables, mais c'est sûr que quand on a nos données de sommeil, tout ça qu'on a devant nous de façon objective, ça nous impacte dans nos choix qu'on fait, quoi. Ouais, ouais. Après, je pense que c'est aussi le rôle. Enfin, tu vois, maintenant c'est comme avec la puissance. J'essayais vachement aussi bah, dès le début, de faire prendre conscience que, ok, la puissance, c'est une donnée importante avec la fréquence cardiaque, mais bah, il y a des jours, en fait, il faut vraiment arriver à enlever le focus de cette puissance et aussi accepter que des fois, il faut faire en fonction de son feeling, de ses sensations, et que ben, on n'est pas, je veux dire, on n'est pas réglé au watt près, quoi. C'est pas parce que le mardi on était capable de produire telle puissance pendant tant de temps que le mercredi on pourra pas avoir 10 ou 15 watts de moins, et que ces 10 ou 15 watts de moins qu'on va faire sur un exercice similaire, ça veut pas dire qu'on est moins bon, c'est juste que on va travailler justement un petit peu moins pour rechercher la même adaptation au niveau interne, mais il faut accepter de baisser un peu le pied parce qu'on n'a pas tous les jours le même rendement et les mêmes Mm. capacités, quoi. Donc c'est vrai il y a ces datas, il y a tous ces chiffres-là, mais il faut arriver à aussi à désacraliser un petit peu tous ces appareils, tous ces outils, et redonner aussi de l'importance à nos sensations et que nos sensations puissent vraiment euh, ouais, aussi faire partie de l'équation. Mm. Ouais, non, c'est clair, surtout en plus quand on prend conscience de, voilà, je parle de la qualité des données aussi, de la qualité des données des capteurs de puissance, hein. Alors c'est de mieux en mieux quand Ouais, même, généralement ils sont tous de plus en plus précis, mais il y a toujours une petite marge d'erreur, et cette marge d'erreur, même si elle paraît ultra fine, si c'est 1, 2 ou 3%, bah, mine de rien, c'est quand même toujours ça. Et des fois, voilà, si on est trop au watt près, en fait, on analyse juste la variation du jour du capteur, mais pas la variation de notre forme à nous, quoi. Donc, euh, ouais, donc clairement, ouais, ouais. je pense il y a tout ça à prendre en compte pour réussir à prendre du recul sur ces données. Ouais. Et puis, puis tu vois, moi je vois, euh, ce qui est assez marrant, c'est que plus les cyclistes sont rapides ou développent des watts, et plus ils arrivent finalement à avoir une espèce
de souplesse justement sur ces données. Et plus les gens, on va dire, ont des watts un peu plus bas, et plus ils sont vraiment à cheval sur la donnée. Enfin, moi, je sais que j'ai plus de gens qui ont des FTP de 190 watts qui sont à cheval sur le watt plutôt que certains qui ont 350. Tu vois? Hmm. Et parce que finalement, ils misent, enfin voilà, pour eux, un watt, c'est un watt, quoi. Ils sont vraiment très, Hmm. ouais. Alors c'est assez grossier, hein, ce que je dis, mais c'est vrai que, ouais, je pense je pourrais faire un pourcentage sur les athlètes que j'ai en fonction de leur PPR, et je pense il y en aurait beaucoup qui seraient plus en bas du PPR, qui sont vraiment très très à cheval sur les chiffres. Hmm. Ouais. Après, je pense que c'est quelque chose qui vient aussi avec le temps, les années d'entraînement. Et la FTP est corrélée quand même pas mal aux années d'entraînement aussi, je pense. Enfin, en tout cas, les années d'entraînement Ouais, sérieux. Et c'est vrai que voilà, si on a découvert le capteur de puissance il y a 3 mois, c'est sûr que c'est plus difficile de prendre du recul par rapport à quelqu'un qui a un capteur de puissance depuis 10 ans et qui est habitué ouais, à gérer ses variations, quoi. ouais, c'est sûr. Ok, donc c'est tout pour ces capteurs du coup. Et HRV encore, voilà, tu t'analyses, soit tu fais sur toi HRV ou... Non, alors sur moi, je fais rien. Je fais pas de plan d'entraînement, pas de HRV, rien. Je garde la puissance, la fréquence cardiaque après, mais sur moi, je planifie rien. Avant, je m'étais amusé pendant 1 ou 2 ans à recueillir tous les jours tout le poids, le HRV, enfin voilà. Et puis à partir de l'année dernière, au milieu d'année dernière, j'ai tout arrêté. Euh, voilà, j'avais besoin de décrocher aussi un peu moi de tous ces chiffres euh, et de revenir un peu à la sensation, tu vois, depuis 2010 que j'ai eu mon premier capteur, j'étais à cheval, enfin voilà, sur tout. Voilà, le poids, enfin pendant des années, je veux dire, je pesais presque tout le temps tous mes aliments. Je m'étais dans MyFitnessPal, je veux dire, je dois avoir 3 4 ans où je peux te dire au niveau micronutriments, tout ce que j'avais, macronutriments aussi. Et j'avais besoin, si tu veux, aussi moi, de revenir à quelque chose de basique, lié aussi sur mon feeling. Et puis surtout, le truc, c'est que ces données, c'est bien si à un moment donné, tu peux jouer dessus. Moi, j'étais arrivé l'année dernière, à un moment donné de l'année, j'avais fait pas mal d'attitudes et tout, je m'étais bien préparé. Et puis après, en juillet, là, j'ai eu vraiment beaucoup de boulot et tout. Je voyais que mes scores étaient plus bons, mais en fait, j'avais pas la possibilité, si tu veux, de jouer sur ces indicateurs, en fait. Donc, au bout d'un moment, si tu peux rien changer dans le temps de sommeil, bon, la nutrition, je suis toujours à peu près bon, mais voilà, c'est notamment dans le sommeil, le stress, etc. En fait, autant pas avoir l'information, tu vois. Tu sais que Hmm. ton sommeil, il est pas idéal, ben, tu sais quoi, en fait, tu dois bosser, tu dois te lever, voilà. Tu vas te lever à 5 heures du mat, bah, tu te lèves à 5 heures du mat. Si ton score, il est mauvais, ben, il est mauvais, tu vois. Je vais pas me recoucher Ouais. jusqu'à 7 heures parce que mon score, il m'a dit qu'il est mauvais. Enfin, tu vois. Donc c'est Hmm. vrai, et c'est là aussi où quand je commence des coachings, ou pour savoir un peu les outils qui sont mis en place, certains me disent, ah mais je peux faire ci, je peux faire ça. Je dis, mais attends, la vraie question c'est, t'as quoi comme, si tu veux mettre quelque chose en place, si on va faire des changements, est-ce que tu as vraiment la possibilité de faire ces changements? Oui ou non? Et puis après, à partir de ce moment-là, tu sais ce que tu peux utiliser comme capteur, ou même, tu vois, dans l'entraînement, tu as des choses que tu peux pas faire parce que ça va générer trop de stress, parce que c'est trop contraignant, et voilà quoi. Hmm. Donc pour Ouais. moi, j'utilise plus ces capteurs, enfin mis à part maintenant un peu la température que je commence de remettre, mais voilà. Mm, mm, mm. Ouais, ouais, carrément. Mais c'est du coup ouais, une question que je pose. Enfin, c'est évident de toute façon toujours quand on commence un coaching, mais vraiment, bah, quelles sont les contraintes des athlètes et concrètement qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce que surtout ils peuvent pas faire quoi. Parce que sinon ouais, on peut vite Ouais, aller dans le mur. Et là-dessus, faut être ouais, faut avoir bien conscience de tout ça pour, voilà, pour pas trop en faire et justement bah, définir ses limites, quoi. Et je sais pas comment tu fais toi, ouais. justement, parce que parce qu'en cyclo, bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont aussi, voilà, pour préparer des cyclos sportifs, très attachés par exemple au volume d'entraînement.
comment on fait justement quand on a toutes ces contraintes à côté pour, voilà, pour peut-être se raisonner et bien définir ses limites en termes de volume d'entraînement, quoi, quand tu fais. Ouais, alors c'est sûr que pour ceux qui veulent préparer des épreuves qui font allez, 5000, enfin 4000, 5000 mètres de dénivelé, pour la majorité c'est 8 à 9 heures d'effort. Donc avec du dénivelé qu'ils pourront que très rarement avoir dans l'année. Donc de toute façon, on va dire qu'il y a le volume de base qui est donné par la vie de tous les jours, voilà le travail, les contraintes du travail, les contraintes familiales. Certains ont que un jour le week-end pour pouvoir rouler, certains deux, certains peuvent faire 3 ou 4 fois du home trainer la semaine, certains juste une ou deux. Donc voilà, on a un peu ce cadre de base. Après, c'est vrai que plus la récurrence est limitée, plus j'essaye de voir avec eux les possibilités d'ajouter des blocs sur certaines phases de l'année où ils peuvent poser des vacances ou alors des week-ends prolongés où ils savent qu'ils voilà ils vont pouvoir se concentrer sur faire du volume. Aussi les raisonner sur le fait que on peut pas toujours faire aussi du volume et enfin, on peut pas faire toujours du volume et de l'intensité. Donc aussi bien de les éduquer un petit peu à ça, sur l'importance aussi certaines fois de vraiment prioriser les thématiques d'entraînement. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas vraiment, enfin qui n'ont pas beaucoup de dispo, qui ont quand même des objectifs sur les cyclos, ça va être voilà essayer de voir avec eux s'il y a des possibilités pour ajouter certains blocs où on va pouvoir travailler justement ce volume-là, même si on va jamais aller sur faire des sorties de 9 heures. Euh, mais voilà, essayer de trouver un petit peu les temps de dispo pour ça. Et après, sinon, essayer pas mal de jouer sur la récurrence. Je trouve que même les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, d'ajouter des sorties de des fois 20-30 minutes de home trainer, mais si ils peuvent rajouter 3 fois 30 minutes de home trainer par semaine sur une dizaine de semaines, ça peut faire une différence. En tout cas, je suis persuadé qu'on a des bonnes adaptations avec ça. Et 30 minutes, pour beaucoup, c'est quand même quelque chose un temps qui est trouvable, on va dire. Ouais, ouais, carrément. Et tu montrais à combien d'heures sur une séance, quelqu'un qui va préparer par exemple une cyclo sur 8 heures ou 9 heures, il peut faire combien l'entraînement Par sur une semaine, tu veux sortie? dire? Non, sur une sortie de préparation Ah, ou voilà, quand les week-ends ou moi, quand je, ces moi, sorties je l'ai, longues, il fait je- combien? moi, je l'ai fait rarement dépasser 5 heures, 4-5 heures. Après, ça dépend. C'est sûr que suivant le niveau, des fois, pour des prépas, enfin voilà, dans la prépa, si je cible du dénivelé, j'essaye de dire bon bah allez, t'essayes de me faire 3000, 3500 mètres. 3500 mètres, des fois pour certains, suivant les parcours, etc., ça peut aller vers 6 heures. Mais en tout cas, même quelqu'un qui va mettre ouais, 10 heures à la marmotte, ils n'auront jamais fait beaucoup plus de 6 heures, 6-7 heures. Voilà, après j'essaie plus de jouer sur la fatigue. Par exemple, si on veut faire un bloc où la personne elle peut se libérer 2 jours, faire une sortie longue avec un petit peu de dénivelé, même en intensité basse, et le lendemain remettre un volume moyen, 2-3 heures, avec des intensités un petit peu plus hautes. Et ça, je pense que ça a autant d'effets, même plus d'effets que juste vouloir faire une sortie avec beaucoup de nivelé. En tout cas, j'ai toujours eu voilà des bons retours. Après, ce qui est pas mal sur les sorties longues pour certains, c'est que ça les met en confiance. Hmm. S'ils se pointent au départ de l'étape du tour avec 4000 mètres de dénivelé et qu'ils ont déjà fait un 4000, ils se sentent certains plus ouais, un peu plus près que s'ils ont fait que 3000, même si les 3000 étaient un peu plus rapides, tu vois. Donc c'est Ouais. aussi une discussion avec ce que les gens ont besoin pour se renforcer un petit peu leur estime de soi avant d'aller au départ, et puis pour qu'au départ, il n'ait pas un stress lié à est-ce que je peux finir, est-ce que j'ai été prêt, voilà, est-ce que je suis Hmm. prêt. Hmm. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il faut faire des courses de préparation aussi ou des courses, voilà, pas forcément objectifs où on y va juste finalement pour s'entraîner? Ouais, c'est vrai que alors surtout notamment dans ce milieu cyclosportif, c'est vrai que la majorité des personnes, ils ont
elles ont une ou deux courses à l'année. Je sais pas, ils veulent préparer l'étape du Tour, ils veulent faire la Grand Fonds de Ventoux, certains peut-être une autre route, mais il y a pas comme en FFC 20 courses à l'année. Donc c'est vrai que j'essaye pour la majorité, s'ils peuvent, d'essayer de faire des courses avant, notamment dès le début d'année, qui sont pas forcément des courses qui vont se rapprocher du profil de leur objectif, mais rien que pour en fait se mettre dans l'approche d'une épreuve. Donc c'est bon voilà, tester, on va dire un peu tester la veille de course, le déblocage, et puis tester tout ce qui est au niveau nutritionnel, l'appréhension par rapport au stress aussi, au stress que ça va engendrer, au départ qui va être très matinal. Voilà, c'est avoir vraiment retrouvé ce contexte de compétition, finalement voir bah, s'il y a des choses à changer sur les repas ou sur la nutrition des 2 3 derniers jours, comment les gens y dorment, tu vois, est-ce que c'est des gens qui vont être très stressés, qui vont vraiment passer une mauvaise nuit, aussi à l'approche. Est-ce que au départ de la course, la personne se retrouve vraiment très stressée, puis finalement un peu démobilisée euh, par rapport à, à son potentiel. Donc voilà, c'est vrai que j'essaye d'inciter les gens déjà assez tôt dans la saison d'essayer de faire une ou deux épreuves qui sont pas forcément proches du profil qu'ils vont avoir sur leur course objectif. Et après, ben voilà, quelqu'un qui va préparer l'étape du Tour, j'essaye de voir avec eux si c'est possible de rajouter une épreuve un peu de montagne quand même au mois de juin. Et ça fait un premier test. Alors des fois pas forcément avec autant de distance ou autant de dénivelé que ce qu'ils ont, mais aussi pour les mettre en condition course sur des efforts qui vont être ceux de leur objectif, parce que c'est quand même difficile et voilà de reproduire des telles compétitions en course, et surtout la compétition apporte une énergie supplémentaire qu'on peut rarement avoir à l'entraînement quoi. Hmm. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir des courses de préparation, qu'on a un calendrier cyclosportif et voilà, ça peut être un peu juste d'avoir dans l'année peut-être deux ou trois compétitions grand maximum. Déjà rien que pour apprendre, c'est vrai que bah, mine de rien, on apprend toujours, je Ouais, pense, sur une compétition, sur une cyclo et c'est sûr que pour la progression sur le long terme, je pense que c'est bien d'avoir un petit peu plus de courses et des courses de préparation, pourquoi pas. Et puis même plusieurs objectifs. Voilà, je suis un habitué des imprévus, moi, en tant que coureur de chute, etc. Et c'est vrai que bah, si on mise tout sur une seule course, bah, c'est toujours un peu ouais, dur si ça se passe pas comme prévu. Enfin voilà, moi je sais que j'aime bien avoir plusieurs cartes au cas où, quoi. ouais, c'est clair. Et puis tu vois, ben sur les épreuves qui sont généralement ciblées par la plupart des gens, ça se trouve l'été et tu vois, il y a beaucoup où les conditions comparativement où eux s'entraînent. Je sais pas, quelqu'un qui est, bah voilà, j'ai pas mal de clients qui sont sur Paris ou voilà dans différentes régions où il n'y a pas vraiment des fois de grands cols. Quand ils se retrouvent au mois de juillet au pied d'un col de 14 kills qui fait 35 degrés et qui sont le jour de leur course objectif, ben forcément la puissance développée ou les sensations, elles sont loin de ce qu'ils avaient imaginé. Et donc tu vois aussi d'avoir quelqu'un qui cible des courses en juillet. Moi j'essaie toujours de faire une course ciblée en juin, notamment à cause de la chaleur, pour qu'il puisse prendre un bon coup d'arrière à la tête au moins une fois. C'est pas très agréable, mais surtout pour qu'il se rende compte que il va falloir avoir une adaptation enfin, il va falloir adapter sa stratégie de course en fonction des conditions. Quelqu'un qui va pas faire de course, il va se pointer le jour de sa course, il va dire ah mais moi je peux tenir 220 watts. Il m'a dit je peux tenir 220 watts dans tous les cols, je fais 220 watts. Sauf que quand il y a 30 degrés, que tu es déjà un peu fatigué, etc., tu vas devoir baisser ce rythme-là, forcément, pour pouvoir tenir un effort similaire. Et si tu ne l'as pas fait avant, c'est très difficile de l'accepter ou en tout cas de le prévoir, tu vois. Donc Mm. c'est vrai que ces courses de préparation, ça sert aussi autant dans l'approche que dans l'effort, de pouvoir avoir un peu d'expérience, de dire ok, mais là, il va falloir que je baisse un petit peu, que je gère en fonction de ceci, cela, quoi. Mm, mm, mm. Ah ouais, ouais. Non, c'est clair, ça permet vraiment
de se donner des références et voilà, de s'y préparer. Même je vois physiologiquement, euh, chez ceux qui n'ont pas voilà, forcément de course de préparation, typiquement des crampes, ça peut arriver si, voilà, s'ils débarquent sur une course, il fait Ouais, chaud et c'est leur première course de l'année. Et en plus, si c'était leur objectif, bah, ça serait dommage de risquer d'avoir des crampes. Il y a de grandes chances que ça arrive. Simplement, ouais, c'est presque normal, j'ai envie de dire, quand voilà, une course, c'est quand même un effort qu'on peut difficilement faire à l'entraînement. Voire, voilà, pour ceux qui habitent en région parisienne, c'est presque impossible de simuler un effort aussi intense que ce qu'ils retrouveront sur une course. Et clairement, bah voilà, le risque d'avoir des crampes, par exemple, ou juste une grosse ouais, défaillance, il est super élevé, quoi. Donc, on a beau faire ce qu'on peut à ouais, c'est l'entraînement clair. pour les préparer, à un moment, il y a une limite à ce qui est possible de préparer, quoi. Ouais, et puis Je sais tu pas. vois, là aussi, c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir des courses aussi avant pour pouvoir tester au niveau nutritionnel. C'est vrai, comme tu dis, les crampes, moi, je vois, j'en ai pas mal cette année qui en ont. Et c'est vrai, ben, si tu as deux, trois courses avant pour pouvoir changer, tu peux essayer des choses, essayer des approches différentes pour pouvoir voir si, ben, justement, tu arrives à baisser un peu et diminuer cet impact-là, quoi. Ouais. Ah ouais, non, c'est clair. Ouais. Maintenant, moi aussi, cette année, j'en ai eu quelques-uns. Je suis pas beaucoup de cyclosportifs, mais quelques-uns que j'ai eu ont pu avoir ce souci-là, justement, sur Ouais, leur première cyclosportive avec la chaleur. Voilà, ouais, c'est tellement extrême pour le corps que ouais, c'est important de s'y préparer, quoi. Donc, comment tu fais, ouais, toi, ouais, justement, pour clairement. les Ouais. niveaux préparation, niveau orientation de l'entraînement pour les cyclos? Est-ce que voilà, pour toi, il y a quelque chose de spécifique ou en tout cas de différent par rapport à un autre type de compétition qu'on pourrait préparer? Ben, c'est vrai que, on va dire que pour la majorité des pratiquants, enfin des compétiteurs sur les cyclosportives, la compétition, elle se passe tout proche du premier seuil, alors que sur les compétitions FFC, on est au-dessus du second, tu vois. Donc c'est vrai que d'avoir une efficience sur proche de ce premier seuil, d'avoir une économie qui soit importante, bah, c'est un point clé du travail. Après, c'est vrai qu'en fonction aussi un petit peu des profils et des aptitudes de chacun, ça peut un peu varier, mais c'est vrai que voilà, travailler autour de ce premier et ce second seuil, c'est deux points, on va dire, qui sont capitaux pour la majorité. Voilà, c'est arriver à travailler sur la capacité de répéter des efforts vers tempo, vers SST, qui va primer plus que d'être capable d'élever sa FTP. Donc c'est vrai Hmm. que la répétition des efforts, chercher à l'entraînement ben, à arriver à ajouter un stress aussi au niveau musculaire et au niveau métabolique qui soit assez important pour pouvoir travailler cette capacité de résistance et de répétition. Ouais. Non, mais oui, carrément. Carrément, on peut, je pense, passer à côté de sa prépa si, voilà, en cyclo, si on se concentre en tout cas sur les mauvais indicateurs et trop finalement sur les valeurs max sur un test 5 minutes ou même un test 20 minutes qui ne représentent pas Ouais, du tout l'effort requis pour faire une cyclo correctement, quoi. Donc ouais, ben pas. ouais, c'est sûr. Tu vois, moi je vois tellement de personnes qui jurent ou enfin voilà, qui travaillent que des efforts, enfin vers FTP, etc. Mais je dis, mais analyse une fois une compétition que tu as faite et dis-moi combien de temps t'as passé dans cette zone. Je veux dire, t'es jamais. Je veux dire, il y a qui aujourd'hui qui fait des cyclos et qui passe du temps FTP? T'as peut-être les 5 premiers ou les 10 premiers qui passent un peu de temps. Et sinon c'est vraiment très mineur. Ça veut pas dire qu'il faut pas le travailler, hein, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas faire un focus là-dessus. Et il suffit juste de faire un test voilà, avec des puissances proches de cet FTP, tu répètes deux fois 30 minutes proche de ça, et puis tu vois vite, ils voient vite leur point faible, tu vois. Ils sont forts sur le premier, le deuxième, il s'écroule. Bah voilà, tu dis, bah, tu prépares 4000 mètres de dénivelé, c'est pas celui qui roulera le plus vite dans le premier col, c'est celui qui va être capable de maintenir l'intensité plus proche de cette allure le plus longtemps possible. Mm, mm. Ouais, et c'est là que le premier seuil, c'est un bon indicateur, justement, je trouve, pour sa progression et
pour caler les Ouais, entraînements, clairement. Bah ouais, sinon c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose sur lequel se fixer pour se dire objectivement qu'on progresse ou pour juste calibrer les entraînements, quoi. Donc ouais, moi j'utilise beaucoup ouais. le premier seuil pour le coup là-dessus. Et c'est vrai que ça, c'est vachement dur aussi à faire comprendre aussi aux gens parce que pour la majorité des personnes, c'est vrai que l'évolution, c'est de rouler plus vite sur 10 minutes, c'est de rouler plus vite sur 40 minutes. En fait, si tu t'entraînes pendant un an et que sur 40 minutes, tu développes 3 watts de plus, ils se disent en fait, j'ai pas progressé. Et c'est vrai que, alors pour ceux qui utilisent le lactate ou pas forcément, il faut arriver à trouver bah, voilà, les indicateurs sur la corrélation entre la puissance, la fréquence cardiaque, les temps qui sont capables de passer de répéter des efforts dans les courses pour dire, bah, tu vois, t'as pas progressé sur ton test 30 ou 40 minutes, mais regarde, sur cette course-là, d'habitude, au bout de 3000 mètres de dénivelé, t'es plus capable de tenir telle puissance. Et puis là, tu l'as encore tenu pendant 1000 mètres. Et tu vois, c'est vrai aussi dans la vision, dans l'approche. Bah, pendant des années, et puis toujours, hein, c'est vrai que le test maximal reste une valeur de référence et sur lesquelles les gens ont envie de progresser. Mais c'est vrai que bah, de progresser sur les intensités un petit peu sous max et notamment sur ce premier seuil, bah, ça reste dans la majorité des cas euh, une des priorités. Euh, et, et même dans une certaine mesure en élite, tu vois, ou sur les courses dures, eh ben, je veux dire, tu vas pas gagner la course en développant 5 minutes à PMA. Enfin, sur certains Donc, efforts, en tout cas, mm. si, mais tu seras pas. Enfin voilà, c'est quand même la Et pour résistance et ta réussir, bah capacité déjà, à voilà. répéter. Et pour réussir même à faire ce 5 minutes à bloc en fin de course, bah faut avoir déjà pu faire les 4 heures de course avant, quoi. Et là, c'est ça qui va être Exactement. important, justement, hein. C'est Voilà, exactement. Ouais. comment on va se fatiguer, à quelle vitesse on va se fatiguer. Et c'est à Ouais, celui qui arrive à faire l'effort à la fin de la course, quoi. C'est ça. Et la fin de la course, c'est après 4 ouais. heures de vélo, c'est pas après 10 minutes, quoi. Et tu vois, Donc, moi, je me rappelle, justement, en 2016, j'avais fait deuxième du Grand Prix de Saint-Étienne, là. Et au pied, moi, je gérais tout au watt. Hein. Enfin, voilà, j'étais un diesel, donc, enfin, voilà, moi, sur les cyclos, on se met rarement des PT de 2 minutes à 500 watts. Et au pied de l'avant-dernière bosse, là, quand on avait pris à gauche, je me rappelle plus le nom, je veux dire, j'étais à côté, j'étais lâché du peloton. Je me suis mis à, je sais plus, 390 et je me suis dit, mais les mecs, ils partent tous au sprint, ils m'ont tous explosé. Bah, je bascule en haut, j'étais avec Maxime Le Lavandier, j'avais attaqué parce que aussi, euh, dans la majorité, enfin, je veux dire, il y a quand même une conscience à avoir de son profil et de comment le manager, tu vois. Et là, je m'étais dit, mais attends, mais les mecs, il y a quand même pas mal de mecs qui sont costauds dans ce peloton, et pourquoi vous mettez une cartouche de 2 minutes à 500 watts au pied d'une bosse qu'on fait 10 minutes? C'est dans tous les cas pas la meilleure manière pour arriver le plus vite possible en haut, quoi. mm. Et du coup, bah, bref, on était parti à 3, etc. Et voilà, il y a aussi, ben, et ça, c'était qu'une question finalement de résistance, et puis aussi une question de gestion, parce que c'est aussi faire comprendre que c'est pas parce que tu es plus fort, des fois si tu es plus fort, mais si tu fais les mêmes erreurs dans ta gestion, tu auras dans tous les cas pas le résultat escompté, quoi. Mm, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Donc c'est pour revenir à ce qu'on disait au début sur le premier seuil, je pense que ouais, il est clairement aussi très important pour les courses élites et ouais, enfin, c'est important en fait pour tout le monde, même pour voilà, ne serait-ce que assimiler l'entraînement et Ouais. progresser sur le long terme. Clairement, c'est super important d'avoir cette base solide, quoi. En fait, on en revient au principe un peu évident de base de Bah ouais, ouais. l'entraînement, mais c'est ça, hein. Bah ouais, tu vois, moi dans toute l'évolution que j'ai pu avoir, enfin, j'ai vraiment aucun talent. Et je pense que ma plus grosse force dans mon évolution, ça a toujours été de faire beaucoup de volume et comprendre aussi que j'ai tout de suite vu sur moi que, en tout cas pour moi, que le volume, alors m'emmener une certaine forcément fatigue s'il était un peu trop, mais me faisait beaucoup plus progresser au fil des années que de l'intensité, tu vois. Et du coup, c'est ce qui a permis aussi sur le long terme, ben voilà, en tout cas à mon niveau, de me faire progresser et de me faire passer des paliers que je pense que j'aurais pas eu si j'aurais mis trop le focus sur l'intensité.
Et comme tu disais, le premier seuil de lever ça et de bien le travailler, bah, c'est aussi t'améliores tes capacités de récupération au cours de la sortie, au cours de la semaine, au cours d'une année. Et après, ce qui compte dans l'évolution, c'est combien de saisons tu vas pouvoir passer à faire tant de volume. Et c'est ce qui va être bah, le plus important dans ton évolution sur le long terme. Même si des fois, à l'échelle de une semaine, un mois ou peut-être une année, ben tu perds un petit peu sur certains aspects, quoi. Mais faut savoir où tu veux Mm. aller. Ouais. Non, mais c'est clair, hein. Bah, sur la vision long terme, c'est évident. C'est, voilà, les sports d'endurance, c'est un jeu long terme, hein, vraiment. Il y a pas de raccourci. Et à part pour certains très, très talentueux, ça c'est possible, qui à 20 ans pourront déjà jouer la gagne d'un Tour de France. Mais sinon, Ouais, sinon ouais, c'est un jeu long terme. Et du coup c'est vrai que maintenant, la tendance est quand même voilà, jouer finalement plus court terme avec les carrières. Enfin, on verra ce que ça donne dans quelques années. Mais c'est vrai que maintenant, passer pro, euh, après être, ne fréquenter n'est plus espoir, c'est maintenant c'est presque impossible quoi. Donc ah ouais, ouais, je pense que c'est c'est un truc de fou inimaginable. parce que bah ouais là, on s'arrête pas de progresser à 23 ans quoi heureusement Ouais, ouais c'est des visions qui changent, on verra les voilà qu'est-ce que ça donnera plus tard mais ouais, je pense que en tout cas faut on peut continuer à espérer de progresser après 23 ans quoi. ouais, 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 il y en a qui progressent à 60, donc à 20 ans, ça Ah devrait bah se faire. oui, ouais, c'est clair, c'est clair. Comment tu vois, toi, justement, l'avenir des cyclosportifs, voilà, on voit que le cyclisme amateur en France, c'est de plus en plus compliqué. Et bah, justement aussi avec l'impact que peut avoir le recrutement des équipes professionnelles, avec justement, bah, voilà, maintenant, il va y avoir beaucoup d'équipes Conti de développement, donc de moins en moins Ouais, d'équipes nationales amateur, ouais. en élite. Je pense que voilà, ça va certainement pas durer très très longtemps tout ça, même les courses amateurs au niveau un peu inférieur, hein, régional, toutes ces Hmm. courses-là, voilà, je suis plus trop tout ça de près, mais j'ai l'impression que, en tout cas, s'il n'y a pas une grosse croissance, voire plutôt, je pense que ça n'a pas de croissance. Et à l'inverse, il y a quand même les cyclosportifs, j'ai l'impression qu'ils progressent bien. Toi, comment tu vois l'avenir de tout ça, des cyclosportives dans les prochaines années? Ouais, alors c'est vrai que au niveau fédéral, ben voilà, je suis plus trop non plus. C'est vrai que je pense, ben aussi, tu vois, quand on regarde les compositions des clubs, des gens qui font vivre les clubs, je veux dire que c'est des investissements personnels de temps qui sont assez colossaux. Je pense que si, ben voilà, quand ils voient que la fédération, c'est vrai, là, avec toutes les équipes continentales qui voient le jour, etc., tu dis, ok, mais les clubs amateurs de DN, comment ça va se passer? Il y a plus finalement d'échelons intermédiaires, enfin voilà, comment ça se passe? Et puis je pense que bah voilà dans tous les clubs aussi les comités je pense que sont aussi peut-être des fois un petit peu démoralisés, des gens qui mettent beaucoup d'énergie. Euh, Tu vois juste pour faire l'aparté par rapport à ça, moi quand j'ai fait mon DE j'étais dans le club de Charvieux-Chavagneux où j'avais monté une un pôle on va dire performance voilà avec de l'entraînement avec Valentin aussi qui s'occupait de la nutrition, on leur avait des capteurs de puissance, fitting, etc. Et quand tu vois pour certains, enfin pour la majorité, le peu d'engagement et le peu de reconnaissance qu'il y a envers toutes les personnes qui travaillent bénévolement pour rechercher des sponsors, qui s'investissent et qui donnent de leur temps sur leur temps off, tu dis mais enfin moi je veux dire j'ai fait un an, j'ai su que je ne travaillerai jamais dans un club comme ça parce que je veux dire le retour tu donnes ton temps à certains, enfin la majorité. Alors certains vont s'impliquer, hein, mais pour la majorité ne s'impliquent pas quoi. Et c'est vachement, je trouve, c'est, enfin, ouais, c'est pas très très C'est encourageant, motivant quoi. quoi. En tout cas, ça n'était Mm. pas pour moi. Ouais, très encourageant. Donc c'est vrai, voilà, dans ces structures, ben, j'espère quand même que ça va pouvoir perdurer, notamment pour la formation des jeunes, parce que les cyclos, c'est vrai que ben, ça a le vent en poupe, ça permet pour beaucoup de se challenger, de se retrouver, mais après il n'y a pas de structures qui sont pour la formation des jeunes. Donc ça laisse, ça fait vivre bah, beaucoup de monde, ça fait vivre des organisateurs d'épreuves, des coachs, des gens qui vont organiser des stages, etc. Mais ça va pas permettre de former des champions, d'apprendre aux jeunes à faire du vélo dès qu'ils sont tout jeunes. Donc je pense que c'est deux choses qui sont vraiment
très distinctes. Après, c'est vrai que bah, les cyclosportifs, ça permet quand même de voilà, de faire travailler de plus en plus de monde, de mettre de plus en plus de monde aussi au vélo, parce que c'est souvent le moyen pour des gens qui font pas beaucoup de vélo, de pouvoir se lancer un challenge, soit tout seul, soit en famille, soit entre collègues, et puis de mettre un peu le pied à l'étrier. C'est vrai que ben c'est quand même un sport qui est addictif, hein. Dès qu'on commence d'avoir des sensations, ben on a tout de suite envie d'en faire un peu plus, d'essayer sur une même épreuve d'aller un peu plus vite, etc. Donc voilà, ça va dynamiser, continuer de dynamiser le marché du vélo. Après, dans un esprit de, on va dire compétition, c'est vrai que il y a un réel changement où ça devient voilà des vraies compétitions où ceux qui s'y présentent ont vraiment envie de jouer comme une épreuve FFC on va dire normale. Donc c'est vrai que pour les épreuves qui sont avec des routes ouvertes, etc., ben voilà, tant qu'il n'y a pas d'argent, je pense que ça restera modéré. Voilà, c'est amusant, il y a un petit peu de notoriété sur certaines épreuves, mais tu sais que c'est pas en gagnant à l'étape du tour que tu vas passer professionnel. Donc jusqu'à là, je trouve que c'est encore très bien. Après, le jour où il y a de l'argent, où tout d'un coup il y a des retombées un peu plus sportives ou autres dans le milieu du cyclosport que ce qu'il y a maintenant, là, ça pourrait être une autre question. Ouais. Non, c'est clair, mais je crois que tu cours aussi de temps en temps en Italie. Je crois qu'eux, ils sont plus avancés sur les cyclos niveau Oui, organisation. ouais, C'est différent encore de ce qu'on retrouve en France. ouais. Alors déjà, alors la grosse force en Italie, c'est que la plupart des cyclos sont sur route fermée. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. C'est quand même un confort de savoir que voilà, même si tu prends pas énormément de risques, mais t'es en course, t'as envie de savoir que quand t'arrives à l'intersection d'après, ça soit pas juste quelqu'un de sympa du quartier qui est venu pour faire la circulation, pour aider, mais qui a aucune base, tu vois. Là, c'est vraiment des gens qui sont aussi formés, et tu sais que tu peux y aller, quoi. Tu vois le truc, si le mec il te dit c'est tout droit, c'est tout droit, t'as pas à réfléchir. Donc ça, au niveau sécurité, je trouve que c'est top. Et puis il y a aussi un état d'esprit qui est différent, en tout cas différent de ce qu'on a pu retrouver en France durant les 10 dernières années, où c'est vraiment un peu culturel. Les grands fondos, c'est vraiment voilà pour ceux jusqu'à 23 ans qui sont dans la course pour passer professionnel en Italie. Après, une fois qu'ils sortent de ça, il y a moins de compétition. Donc certains arrêtent et puis ils se mettent au cyclo. Du coup, il y a des teams où vraiment bah, ils sont là pour faire la course, pour essayer de décrocher des podiums, des beaux résultats. Ils sont structurés un peu comme des équipes où ils ont voilà des partenaires, des équipementiers, etc. Un peu maintenant comme on retrouve en cyclo dans des teams comme tu fais partie, même si je pense que vous n'avez encore pas tout à fait la même structure, mais donc il y a ça, et puis pour aussi beaucoup de gens, il y a pas, c'est pas forcément des clubs, mais c'est des teams qui se créent, des teams d'amis, de regroupements, un magasin, un restaurant, machin qui sponsorise, regroupent tous sur le même maillot, ils font le déplacement ensemble, et puis ils font une dizaine de cyclos à l'année, quoi. Donc c'est vrai que euh, la vision est différente, et puis bah, tu as des épreuves comme la Nové Colli ou le marathon des Dolomites, où c'est retransmis à la rail. Donc c'est des épreuves amateurs, mais quand tu commences d'être retransmis sur la chaîne de télé principale du pays, ça veut quand même dire que ça a une certaine importance, non pas dans, ok, le vainqueur c'est un champion, mais c'est un événement qui a de l'importance, qui va être regardé, qui donne aussi de la visibilité pour les marques qui sont partenaires, parce qu'on est au cœur aussi d'une clientèle cible, hein. Aujourd'hui, les marques ont plus d'intérêt à sponsoriser des cyclosportifs parce qu'ils sont plus au cœur d'une clientèle cible que un élite. Je veux dire, un élite, il va, mis à part ses résultats, il va pas cibler le mec qui travaille juste à côté et qui a 60 ans. Il va pas regarder quel vélo il a ou quelle marque il a, quoi. Donc voilà, c'est aussi un peu plus médiatisé. Et puis voilà. Après j'aime bien l'Italie pour aussi un petit peu les Italiens, leur état d'esprit, le sang chaud et puis voilà. Mais en tout cas c'est toujours un état d'esprit qui est assez cool là-bas et j'aime bien. Ouais. Ok, bah, je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus. Moi, j'ai
plus forcément d'autres questions. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, avoir un mot de la fin avant qu'on se quitte ou vas-y, t'as carte blanche. Mot de la fin, non, je pense que il faut, ouais, il faut s'amuser, il faut vivre en fait. Voilà, je pense Ouais, que c'est très bien. toujours le truc qui m'a, ouais, que j'ai toujours en tête, c'est que les décisions doivent être prises avec ce que vous avez envie de faire, de pas trop prendre son temps ou donner son temps pour des choses que vous n'avez pas envie de faire ou qu'il faudrait faire. Voilà, on n'est pas, il y a pas vraiment de casse dans la vie. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Ok, bah merci Loïc. Je mettrai les liens vers tes différents réseaux sociaux en description. Je mettrai aussi donc, tous les liens vers Cyclisme Performance, le site web, nos formations. Et puis n'oubliez pas aussi qu'on envoie un mail tous les samedis matins. C'est notre newsletter. On décrypte une étude scientifique sur l'entraînement et puis on essaie de donner nos conseils par rapport à cette étude scientifique. Voilà, vous retrouverez tout ça en description. Et puis, bah, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, une note sur les applications de podcast. Et puis, à bientôt. Et voilà, on se retrouve sur les prochains podcasts Cyclisme Performance.